Bonjour à vous et bienvenue dans ce tuto numéro 2. Alors je fais une petite introduction avant de commencer parce que j'ai quelque chose à dire sur plusieurs choses à dire sur le XT4 avant de commencer. Donc je vais juste parler du manuel. Alors le manuel il est un peu particulier parce que d'habitude lorsque vous achetez un appareil photo, le manuel qui livre avec, il va vous donner les spécifications et ce qu'il y a de particulier avec l'appareil photo. Là c'est juste un manuel utilisateur qui vous aidera à vous servir de toutes les fonctions de l'appareil photo et donc moi je vous conseille de vraiment le garder dans un coin ou de le mettre sur votre téléphone via le QR code qu'il y a sur la boîte de l'appareil photo, ou sinon vous pouvez le télécharger directement sur le site de Fuji si vous n'avez pas d'application pour QR code. Ce qui va être particulier du coup avec le Fuji dans ses menus, donc c'est ça qu'on va faire, c'est parcourir les menus ensemble, enfin, c'est moi qui vais le faire et je vais essayer d'être le plus compréhensible possible, malgré le fait que les menus soient quand même assez denses et touffus. Du coup en fait il y a plein de choses où je devrais faire des allers-retours parce que déjà la traduction Fuji n'est pas forcément très cool et le fait qu'ils aient fait plein de raccourcis dans les mots n'aide pas forcément à comprendre les choses, donc je veux vraiment bien expliquer les choses. Et après il y aura sûrement des vidéos en fonction de chaque fonction particulière, enfin, l'autofocus et d'autres choses, où je dirai plus loin dans les fonctions qu'il y a dans les menus. Donc bienvenue et on va commencer la vidéo. Voilà, nous voici derrière le XT4. Alors basiquement les menus du XT4 sont séparés en trois parties. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra pas accéder à tous les menus directement en touchant la touche menu ici, voilà où on est dans les menus maintenant. C'est que là on est dans le menu photo, et il y aura aussi un menu dédié movie, donc vidéo, qui n'est pas accessible directement via le menu. Par exemple, si vous arrivez dans le menu photo et que vous vous dites ah bah je vais voilà, on peut pas faire ça. Donc basiquement il faudra rechanger à chaque fois, ce qui est un peu embêtant. Moi j'aurais préféré un onglet spécifique vidéo et photo comme le fait Nikon, mais ça marche aussi très bien comme ça, puisque vous savez quand vous êtes en vidéo que vous n'allez pas toucher les réglages photo. Et donc j'ai parlé d'un troisième, c'est dès lors que vous êtes dans le menu. C'est assez perturbant parce que moi j'utilise souvent le hockey chez Nikon pour zoomer, mais ça va être ça pour zoomer. Vous voyez la photo que j'ai faite. Et si vous faites menu, vous allez être dans le menu spécifique de lecture. Donc on va commencer par celui-ci, à savoir qu'il y a un menu photo aussi dedans, qui est le menu des réglages, qui marche exactement pareil que lorsque vous êtes dans le menu normal. Et donc on va avoir ici par exemple la fente commutée, donc ça va dire quelle fente va être utilisée en mode de lecture. Donc là il indique qu'il n'y a pas d'image dans le 2, donc je peux pas, si je commute là et je reviens en photo, voilà, il va me mettre qu'il n'y a pas d'image. Donc si je reviens dans le menu et je fais fente commutée, voilà, je reviens vers la 1 et du coup je reviens dans le menu. Donc conversion RAW, c'est un peu mal nommé parce que en fait c'est genre retouche, donc c'est ce qui vous permettrait basiquement dans Lightroom, dans Photoshop, de prendre un RAW et d'en faire un JPEG que vous pourrez poster n'importe où sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi. Et du coup vous avez toutes les options que je vais pas énumérer ici parce que vous voyez c'est très mal traduit. Après il y a des choses, on va dedans, on peut créer, vous voyez avec Q, hop, bon je vais pas le faire parce que sinon ça me crée un autre fichier. Moi je peux même essayer de le faire d'ailleurs. Voilà, traitement en cours, RAW, voilà, je vais pas l'enregistrer. Type de fichier, donc voilà, vous avez typiquement un truc qui est assez étrange, mais du coup c'est intéressant qu'il soit possible, c'est que vous pouvez faire des TIFF 8 et 16 bits dans le Fujifilm XT4, mais vous pourrez que les convertir à partir d'un RAW. Vous pouvez pas faire directement des TIFF. Il y a certains autres appareils photo comme mon Z6 qui sont capables de créer directement du TIFF. Donc ça va donner, par exemple en 16 bits, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va avoir une profondeur de couleur qui est beaucoup plus grande qu'avec le RAW, mais ce qui a comme problème avec le TIFF, c'est qu'il n'y a pas les informations de votre appareil photo dedans.
C'est intéressant, c'est un peu comme si vous scanniez en gros une pellicule, c'est que vous pouvez quand même le retoucher comme il faut, sauf qu'il faudra faire tous les réglages en manuel. Après ici, taille de l'image. Donc en fait là on est après coup, hein, après la prise de vue. Donc on peut convertir en tous les formats. J'en parlerai après dans le menu dédié. Évidemment, qualité d'image. Hop, on peut le changer de taille. D'ailleurs c'est assez marrant. Donc là c'est une compression plutôt. Traitement ISO. Voilà, on peut augmenter les ISO. On peut faire éclaircir ou abaisser en... Hop. Et du coup voilà, il y a des onglets qui sont pas forcément disponibles, comme la plage de dynamique. Donc on verra ça dans les menus dédiés. Et les couleurs monochromatiques. Alors ça, si c'est pas disponible directement, c'est qu'il faut d'abord faire de la simulation de film en noir et blanc avant de pouvoir ajuster les couleurs monochromatiques, tout simplement. Donc on a l'effet du grain, donc là on peut voir qu'on peut transformer. Donc en gros c'est toutes les options qu'on va avoir dans le menu photo après coup. Donc je montre ce menu en premier parce que, comment dire, c'est le plus petit et j'irai directement après vous montrer les autres. Et donc du coup voilà, là on va avoir quelque chose d'assez intéressant, couleur chrome. J'en reparlerai peut-être après, donc je peux en parler tout de suite. En gros ça va possiblement rendre les couleurs un peu trop, comment dire ça. C'est assez compliqué à en parler puisqu'il faudra faire une vidéo directement dessus. Lorsque vous avez une gamme de couleurs, il y a des couleurs qui rendent très très mal dans leur comment dire ça, dans leur nuance, parce que elles sont pas facilement prenables dans le spectre de l'appareil photo, et donc ça permet en traitement d'essayer de retrouver des détails dedans. Je sais pas comment Fujifilm fait, et là ça va être spécialement pour le bleu en dessous. Parce que en fait le principe c'est que, comment dire, c'est un peu le principe du gamut, c'est genre si vous prenez des violets très très forts ou des rouges très très forts, vous allez perdre des détails, et l'effet couleur chrome ça va abaisser en fait la tolérance comment dire, de l'exposition dans un truc dans le genre, pour pouvoir justement mettre plus de nuances dans les rouges ou les choses qui ont beaucoup de mal à ressortir. On peut faire ça arrive qu'on fasse ça aussi en impression, et donc là on peut le faire directement dans le menu. Donc on a bien évidemment la balance des blancs, on peut changer la balance des blancs, donc on peut à mon avis modifier voilà, la courbe, enfin les couleurs évidemment, on a la courbe de tonalité. Donc là en fait ce qui est intéressant c'est que si vous faites du Lightroom, en fait du coup j'ai un peu expliqué au-delà du fait d'avoir un Fujifilm, c'est que naturellement, dans la nature, normalement, les courbes, ça fait une espèce de sinusoïde. Et donc là, en fait, le numérique, il prend toutes les nuances d'une manière un peu moyenne. Et donc ça fait par exemple que vos noirs et blancs, photos noirs et blancs, elles sont beaucoup moins intéressantes que du film, enfin de l'argentique, parce que justement, on a ce traitement du signal qui est électronique, et donc on perd cet aspect un peu organique des courbes. Et donc par exemple si je change ça, voilà, on se retrouve avec une courbe. C'est ce que j'essaye moi souvent d'avoir quand je suis sous Lightroom. Alors là ce qui est bien c'est que c'est en post-traitement, mais on verra après que c'est pas forcément bien suivant certains principes que je vais énumérer juste après quand j'arriverai dans le bon menu. Donc voilà, les couleurs, on peut soit les rendre plus pétantes ou moins pétantes. Donc voilà, vous voyez. Donc ça c'est du lissage, en fait c'est pour le grain en fait en ISO élevé. Netteté évidemment, optimisation. Alors ça, vous voyez, c'est super dur à comprendre parce que c'est comment Fuji voit le français et voit comment dire ça, faire des abréviations, et ça ne marche pas du tout. Donc en gros ça va être le profil incorporé de l'objectif que vous pourrez directement voir sur la photo. Si vous ne l'avez pas mis, vous pouvez le mettre ou vous pouvez l'enlever. Après on peut changer l'espace de couleur pour suivant comment on travaille. Fuji dit dans le manuel que sRGB c'est plus facile pour les utilisations non professionnelles, et ça va être plus simple pour notamment l'impression, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. J'ai toujours utilisé du sRGB même en utilisant, même en impression. Il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en compte, donc c'est un peu simplifier les choses. Et donc
voilà, on aura du coup ça en conversion RAW, donc voilà, vous voyez c'est un traitement, donc ça va être un peu redondant d'un autre menu parce que il y a la même chose en gros à la prise de vue. Donc là on peut effacer, et donc en gros c'est le même menu que lorsque vous utilisez la poubelle. Donc là c'est pour revenir en arrière évidemment, et donc là c'est image en cours, donc si vous faites OK, voilà, il va vous demander si vous voulez l'effacer. Vous l'effacez et il va passer à la suivante, il va vous demander de l'effacer. Alors là, il va falloir faire très attention avec ça. C'est que si vous faites OK ou zoomer, et c'est ça qui est assez bizarre, c'est que zoomer va quand même vous effacer la photo. Donc lorsque vous voulez pas, vous faites display back. Voilà. Hop, alors voilà, suppression simultanée RAW1 JPEG 2, c'est une fonction assez spécifique. C'est lorsque vous prenez une carte pour faire le RAW et une carte pour faire le JPEG, ça va faire en sorte que ça supprime sur les deux cartes la même photo à la fois en JPEG et en RAW, ce qui est un peu compliqué à comprendre parce que RAW1 JPEG 2, oui, c'est un raccourci pas forcément facile à comprendre, mais si vous avez des problèmes, il suffit de vous référer au manuel, c'est très bien décrit. Recadrer, donc évidemment on a des options de, alors qu'est-ce que je veux, donc comment ça marche? Ah voilà, vous utilisez la roue qui sert la plupart du temps dans les menus et pas trop à l'extérieur de l'appareil photo. Bon, je vais pas le faire, mais vous pouvez recadrer de cette façon là. Hop. Non. Hop. Je me trompe un peu parce que... D'accord. Vous voyez, il y a une espèce de petit lag qui arrive. Pourquoi il veut pas revenir en arrière? Ah voilà, ça. Hop. Donc redimensionner, là ça va être différent de recadrer. C'est un peu particulier parce que ça veut dire à peu près la même chose. Sauf que là, voilà. Vous pouvez, là comme il est en fine, en fait vous pouvez que recadrer en M, S et vraiment tout petit en 640. Donc display back. Si vous faites la flèche sur le côté, ça peut faire en sorte que l'option marche, donc faites attention à ça, faites display back quand vous voulez sortir des menus et pas la flèche gauche si vous voulez pas activer la fonction. Donc protéger, évidemment ça sert, si vous faites protéger l'image, en fait lorsque vous allez essayer de, par inadvertance, essayer de jeter la photo, ça ne la jettera pas. Voilà. Donc on peut régler, donc on peut faire l'image, dire ah je protège ça, et de la même manière que pour effacer, en fait on peut régler tout, hop, peut prendre du temps, donc en fait vous pouvez mettre toutes les photos là. Et donc ce qui est assez bizarre avec ça, c'est que du coup, hop, il va falloir enlever manuellement. Si vous en voulez une qui soit enlevée, vous faites ça et vous en enlevez une évidemment. Rotation des images, évidemment, vous pouvez, genre si je fais ça, voilà, vous avez l'image qui va faire une rotation. Après, on a la réduction des yeux rouges. Ah oui, alors ça, j'ai regardé dans la doc, est-ce que ça ne dit pas, c'est que donc là vous activez avec oui le mémo vocal et en appuyant sur la molette une fois vous avez 30 secondes de mémo, et si vous laissez appuyer tout le temps vous avez le temps que vous prenez en gros, et dès que vous relâchez ça va arrêter l'enregistrement et ce sera dans l'appareil photo, mais rien ne dit comment ça peut être transféré dans l'ordinateur et comment vous pouvez, si vous avez un fichier audio ou tout ça. Donc l'évaluation, donc là on va dire, normalement ça met un rang dessus, voilà, ça va mettre des étoiles, ou pas dessus, voilà. Alors ce qui est un peu embêtant, je trouve, sur les Fuji, c'est que c'est difficile de tourner la roue sans cliquer, donc je vais sortir, voilà. On peut copier évidemment. Voilà. On a la communication sans fil, donc probablement pour envoyer la photo directement du menu, enfin en l'utilisant du menu. Parce que là, comme vous le savez,
enfin comme vous avez dû vous en rendre compte, c'est pour la photo que je suis en train de regarder. Donc on aura l'option du diaporama. On peut créer un album aussi. Donc on peut voilà, faire des options et après choisir les photos qu'on aura dedans. Et donc voilà. Là, il va falloir avoir tous les périphériques qu'il faut pour pouvoir à la fois lancer les photos sur l'ordinateur, faire une impression, ou même si vous voyez avoir comment. Si vous avez une imprimante Instax, vous pouvez directement imprimer dessus des petits Polaroids tout mignons. Et donc en dessous, on ira le voir dans l'autre menu, mais on a toutes les configurations de l'appareil photo. Enfin pas toutes, mais les personnalisations dans les menus, les touches, ce que vous allez avoir sur l'écran, les performances sont normalement là-dedans. Donc je vais hop, revenir en arrière du coup, revenir hop. Avec le déclencheur, il n'y a que ce moyen pour sortir du menu photo. Et donc on va venir dans les menus. Et là, comme vous le voyez, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais au départ, il va se mettre dans le menu EQ, qui est au-dessus là. Mais là, moi, il se met tout le temps dans le menu My Menu parce que je l'ai programmé. Et donc, ce qui va être un peu embêtant, c'est que, par exemple, je vais mettre, c'est juste pour illustrer, je vais mettre là. Si je sors du menu, ouais, c'est ça. Si je sors du menu et que je reviens dedans, et ben, il va revenir dans la table, à l'intérieur de la table où j'étais, qui est pas forcément pratique, puisque encore s'il reste dans la racine des menus, il n'y a pas de problème, il faut que je revienne en arrière pour revenir en avant. Et donc là on va sûrement retrouver des choses qu'on avait dans le menu de lecture, parce que c'était du post-traitement, et donc post-traitement, c'est un peu la même chose que le traitement, sauf que le traitement il s'appliquera sur la photo avant qu'elle soit prise ou pendant la prise de vue. Donc là vous avez le ratio de la photo, donc le ratio basique c'est 3,5 pour ce type d'appareil photo là. Certains autres auront 4 tiers et d'autres 1,1. Donc là on a la disponibilité de tout, enfin il y a 3 formats en gros. Donc il y a le 3,5 comme vous voyez, donc ça va vous dire le nombre de photos qui est à côté de possible. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ça vous indique le nombre de pixels que vous aurez en définition, et donc ça va, par exemple quand vous êtes en 7/9, comme ça va rogner le haut et le bas, vous aurez que 22 millions de pixels. Si vous êtes en 1,1, ça va rogner les côtés, donc la définition sera moindre. Et donc après vous aurez après les formats qui sont plus légers. Donc en M, c'est plutôt intéressant, hein, vous pouvez avoir quand même une image de 13 millions de pixels qui est quand même vachement utilisable. Et après, on dégrade tout jusqu'à avoir des photos qui seront vraiment toutes petites. Voilà. Sachant que vous pouvez faire ça, c'est un réglage qui affecte évidemment que les JPEG. Chez Fuji, les RAW, on ne peut pas imposer de taille, donc ça semble normal, hein, mais un format, si vous voulez changer le ratio, en RAW, ça ne changera jamais, ce sera toujours du 3,5 et c'est dans votre logiciel de post-traitement que vous allez le changer. Qualité d'image. Donc évidemment on a accès, là comme je vous l'ai dit, on n'a pas accès au TIFF directement sur l'appareil photo, il faut aller dans le menu de lecture pour convertir un RAW en TIFF. Je trouve ça un peu dommage, mais vous avez quand même l'option, et du coup je vous ai indiqué comment faire. C'est pour ça aussi que je suis d'abord allé dans le menu lecture, et donc on va avoir évidemment que des JPEG lorsqu'on est au-dessus, et que des RAW en dessous, donc sachant qu'on aura un RAW, et là on aura, enfin non, c'est la RAW, et après c'est que des formats de JPEG, soit mis avec des RAW sur les deux premiers, soit mis sans RAW ici. Donc là on a la compression du RAW. Moi en général je mets non compressé, parce que c'est pas une question de taille, mais en général, si vous le savez, les compressés sont peut-être plus lourds, mais il n'y a pas besoin dans le logiciel de décompresser, de rendre le fichier normal, on va dire, et donc ça demande un peu moins de processeur à l'ordinateur pour l'utiliser dans un logiciel. Ça demandera quand même un peu plus de mémoire, mais pas autant que au final décompresser un fichier. C'est assez marrant, mais donc je préfère mieux le laisser en non compressé plutôt que de gérer une compression. Sachant que la plus intéressante des compressions sera évidemment la compression sans perte, parce que on est censé avoir moins de pertes qu'avec le compressé. Je dis moins parce que ça reste un fichier compressé, il y aura forcément quelque chose qui va partir dedans, sinon on n'utiliserait que du non compressé. Alors ce qui peut arriver, par exemple, le problème que va avoir notamment les Sony, c'est qu'il y a des artefacts qui peuvent apparaître entre les zones très blanches et les zones très noires.
Donc voilà, ici vous avez la simulation de film. Donc quand vous allez dedans, vous allez pouvoir changer votre film. Et donc c'est pour ça qu'ici j'ai pas les couleurs monochromatiques. Donc je vais quand même mettre une couleur monochrome. Je vais mettre Across. Hop. Sachant qu'on verra plus loin, on peut régler spécifiquement un mode de film dans un mode personnalisé où vous pouvez avoir plein de niveaux de réglage, ce qui est plus intéressant que de le changer directement ici. Et donc là on va pouvoir changer du coup la tonalité, donc on aura des couleurs dans le monochrome, ce qui est un peu étrange. Donc je vais quand même le remettre en Eterna. Hop. Moi je mets Eterna basiquement juste pour que ça ressemble à ce que je veux avoir en post-traitement. Je pourrais juste mettre RAW. Et voilà. Donc là on aura évidemment ce qu'on a déjà vu dans le menu lecture. Et donc là ça l'appliquera directement à la photo. Ce qui est bien, c'est évidemment toutes vos photos, il n'y aura pas besoin de les retoucher derrière dans l'appareil photo pour récupérer les réglages. Le seul problème que ça va avoir, c'est que, si vous êtes un peu, radin et que vous voulez pas utiliser des UHS 2, moi j'ai des UHS 1 là-dessus, ça marche très très bien, à part quand on va utiliser l'appareil photo, de manière qui lui demande un peu plus de ressources, à savoir que créer un fichier avec du grain, avec des tonalités différentes, ça va faire en sorte que, vous ayez un peu de blackout à chaque fois que vous prenez une photo, ça va attendre un peu. Après, je sais pas comment est réglé l'appareil photo, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche qu'en position simple. Et dès que vous êtes en rafale lente ou haute, et ben, il va juste faire en sorte que ça arrive à la fin. Il n'y a pas de blackout au final, c'est juste que vous allez voir l'appareil photo pendant quelques temps enregistrer des données en allumant rouge et vert. Donc voilà, vous voyez le gros problème que ça pose dans les menus, c'est qu'à chaque fois que je vais trop parler, en fait, et que ça va s'éteindre, il va falloir que je revienne ici. Donc ici, on a bien évidemment effet du grain, et donc on va avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Voilà, si je fais faible, est-ce que ça fait... Ah oui, d'accord. Désolé, c'est pas du tout ça. C'est qu'on peut en plus régler la taille du grain. Donc si on veut que ça pète, on va mettre grande avec fort. Mais bon, encore une fois, ça, j'aime pas trop mettre de grain, et quand j'en mets, je préfère mieux le faire en post-traitement, que je puisse le voir sur un écran bien meilleur que celui du XT4, qui est encore juste de 1 million de pixels. Le viseur est meilleur, mais c'est quand même difficile de faire des retouches en regardant dans un viseur d'appareil photo. Donc après on aura la couleur chrome, donc pour les couleurs sauf le bleu, et après on aura le spécialement pour le bleu. Donc là on aura les balances des blancs, donc je ferai évidemment une vidéo spécialement sur les balances de blanc, mais ce qu'il faut savoir c'est que comme les appareils photo récents, juste avoir un auto, on peut avoir un auto avec une prédominance soit dans les blancs, soit dans l'ambiance de la scène. Il faut savoir si on a des choses très colorées, l'appareil photo il n'est pas obligé de comprendre que c'est pas du blanc la lumière, et donc il va essayer, par exemple si vous mettez en blanc, de ramener ça vraiment à du blanc, et en auto il va faire une espèce de entre les deux. Donc vous pouvez, si vous voulez pas choisir une balance des blancs soit personnalisée, soit vraiment spécifique, donc soit jour, soit tous les systèmes qui existent, à savoir qu'il y a beaucoup d'options. Il faut beaucoup se balader pour tous les comprendre. Après c'est comme tout, suivant les appareils photo, vous allez préférer certaines balances des blancs que d'autres, mais moi j'aime bien la balance des blancs auto. Je préfère mieux corriger ça en modifiant les Kelvin après coup dans Lightroom que de faire ça là-dessus. Mais vous avez l'option, et bien évidemment, de le faire là. Donc là, la plage de dynamique, moi je la je reste réglé à 100. Donc là je sais pas pourquoi il veut pas régler 200 ou 400. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment plus vous augmentez le DR, et comme ça joue sur une plage de dynamique, et qu'en gros le principe c'est de prendre un ISO et de prendre un ISO en dessous, enfin ça fait quelque chose qui fait que vous pouvez pas utiliser des bas ISO, parce que ça sert de plusieurs ISO en même temps pour marcher. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas régler ça.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 200, je crois qu'il vous limite à 320 ISO, et le 400 vous limite à 800 ou 640, je sais plus. Donc les courbes de tonalité, évidemment, on l'avait vu, donc on peut mettre des hautes lumières et des ombres. Donc ce qui est agréable, c'est que ça peut vous permettre de voir à peu près un réglage que vous auriez sur votre RAW, même si c'est pas sur le RAW, directement dans l'appareil photo. Je trouve ça agréable d'avoir des courbes de tonalité directement dans l'appareil photo, mais évidemment, comme j'ai pas encore de UHS2, ce qui devrait changer bientôt, et bien je le mets pas parce que sinon les capacités de l'appareil photo sont un peu moins bonnes. Donc évidemment, on peut changer, un peu la saturation des couleurs, parce que ça doit être sûrement ça. On a le détail et la netteté. Alors, savoir ce qui différencie les deux. Donc la longue exposition RB, en gros, c'est un espèce de process qui fait en sorte d'éliminer certains défauts qui pourraient arriver avec la longue exposition. J'ai jamais eu de problème avec la longue exposition. Mais si c'est là, c'est sûrement que c'est utile. Donc là, évidemment, on a l'optimisation de l'objectif, donc les profils d'objectifs. À savoir que moi, par exemple, sous Lightroom, j'ai aucun profil d'objectif Fujifilm. Ça, c'est ce qui est assez bizarre. Mais du coup, on peut l'appliquer directement sur le JPEG, et c'est ça qui va être intéressant avec ça. Donc évidemment, voilà, on a nos profils, nos espaces de couleurs, pardon. Et là, on peut cloner un pixel mort, alors que c'est un principe où on s'amuse à essayer de configurer les pixels. Je le ferai pas là. S'il faut faire une vidéo particulière, je la ferai plus tard. Donc là, évidemment, il faut que je revienne dedans. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est resté sur la bonne table du menu, mais voilà. Donc là, on a sélection du réglage perso. Donc le réglage perso, c'est en gros les réglages de retouche que vous avez pu mettre par exemple dans tout le menu que vous venez de voir, et donc vous pouvez enregistrer ça ici. Par exemple, moi si je mets dynamique Eterna comme le mode, puisque vous pouvez la renommer, que j'ai fait, et bien on va voir que voilà, mes courbes elles sont ajustées. Donc le problème que je vais avoir avec ça, c'est que si je me remets en on va voir ça après. Je vais le laisser comme ça et on va voir si ça marche comme je veux. Hop. Donc du coup on peut modifier, enregistrer ici. Donc on va prendre le standard. Donc voilà, on peut modifier le nom. Donc on peut changer le nom évidemment, c'est ce que j'ai fait pour le personnaliser C5. Et on peut modifier tous les paramètres. Donc il y a des paramètres qu'on ne peut pas modifier, c'est ça qui est assez marrant. Et c'est ça qui va basiquement être pour moi un des problèmes de Fuji, c'est que vous pouvez personnaliser des trucs que Fuji veut bien. Basiquement chez Nikon, puisque c'est la première comparaison que j'ai, puisque je filme avec mon Z6, donc c'est l'appareil photo le plus récent et qui ressemble le plus puisque c'est un mirrorless, hein, vous allez basiquement pouvoir faire ce que vous voulez, alors que là non. Bon, il n'y a pas ce menu là spécialement, mais il y a d'autres choses dont je parlerai après. Donc on va revenir en arrière. Donc je vais annuler, donc ça reste standard, et vous pouvez évidemment réinitialiser à la fin. Voilà. Donc on revient ici. Alors ça, réglage bac d'adaptation, je sais pas comment ils sont arrivés avec ce nom-là, mais en gros, ça va servir à optimiser les réglages des objectifs sans microprocesseur. En gros, si vous avez un objectif manuel devant, ça va aider la mesure de la lumière et peut-être l'autofocus aussi à gérer la distance dans l'appareil photo. À savoir que ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne peut pas aller en dessous de 21 mm. Alors que chez Fuji, il y a des objectifs à plus courte focale que ça. Enfin bref. Donc ici, on sera dans le mode AF, MF, donc il y a aussi des trucs assez particuliers là-dedans. Donc zone de mise au point. Si on va là-dedans, voilà, on arrive là. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas la chose la plus intéressante du monde. Alors, évidemment, il n'y a pas que Fuji qui fait ça. Hein. C'est juste que vous y avez directement accès ici. Voilà. Enfin, et donc, si vous appuyez sur le déclencheur, ça va sortir. Et voilà.
Voilà. Basiquement, si vous voulez sortir d'un menu ou de la veille ou n'importe quoi, c'est le déclencheur, sur le déclencheur qu'il faut appuyer automatiquement sur le Fuji. Donc mode AF. Si on met All, dès qu'on va sortir, hop, on va se retrouver avec tous les modes. Donc je vais vous les montrer là plutôt que dans le menu. Donc je fais ça et on peut basiquement avec la molette, si, parce qu'en fait je suis pas bien placé là pour. Donc voilà, là je suis dans le carré plus petit, là je suis dans le carré un peu plus gros. Voilà, après on a ça et après on va aller jusqu'à, ça arrive un jour jusqu'aux zones. Voilà, aux zones, là on a 3 carrés, on a 9 collimateurs qui sont ensemble dans la zone et on augmente comme ça jusqu'à arriver au suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mode suivi qui est vraiment très très compétent, des fois même plus compétent que les autofocus simples. C'est assez flagrant et c'est assez intéressant. Là, si je fais ça, hop. Donc là, voilà, typiquement, si ça, là ça traque, ça marche, mais si ça fait si les petits carrés sont enclenchés, c'est que ça a du mal à faire la mise au point. Bon là, c'est vraiment quelque chose, on n'est pas dans un endroit très éclairé et il n'y a pas vraiment beaucoup de contraste, surtout sur le bois, donc ça va un peu limiter l'efficacité de l'appareil photo. Hop, donc du coup dans le menu AF, hop, donc évidemment on a les autres modes ici, donc je suis revenu en mode simple, enfin point unique, voilà, pour montrer les autres paramètres, parce qu'il y en a qui ne sont pas disponibles, notamment en mode suivi où vous serez bloqué à 117 points pour l'autofocus. Donc on a réglage personnalisé de l'AFC, donc là on va avoir des fonctions, voilà, prédéfinies, hein, où vous avez des vitesses de suivi différents et il va vous expliquer, voilà, ça c'est multifonction, donc c'est censé fonctionner à peu près pour tout. Après, vous en avez plein, et vous avez notamment la personnalisée, où évidemment vous pouvez personnaliser ça. Alors vous pouvez régler directement ça là-dedans, mais si vous voulez comprendre à peu près comment ça marche, voilà, il va vous montrer à peu près comment ça va marcher. La sensibilité, genre, si il peut lâcher vite un sujet, s'il peut verrouiller un sujet. Donc plus vous mettez sur 4, plus il va essayer de rester sur la cible que vous êtes en train de mettre au point. Donc des fois quand vous voulez être précis c'est mieux, mais des fois quand vous avez besoin de changer rapidement de sujet, c'est ça qui va être dommage. Donc c'est pour ça qu'on a un menu personnalisé, on peut s'adapter aux conditions et on peut notamment changer d'autres choses. Donc voilà, quand on a des trucs qui sont stables ou des choses qui bougent vraiment de manière erratique, comme des enfants ou d'autres choses, et ben on peut changer. Là, ça va être vraiment un mouvement, voilà, évidemment stable, accéléré et décéléré. Et après, voilà. C'est la chose la plus intéressante à voir là-dedans, c'est de voir comment, lorsque vous avez un gros carré collimateur, que ce soit zone ou suivi, ou même les points uniques, mais qui sont plus ou moins gros. Bon, le point unique, normalement, c'est une sensibilité juste due à un point autofocus, mais ce sera du coup plus en zone et en suivi. Ça va vous demander si vous voulez que, de toute façon, l'autofocus se fasse d'abord au centre, donc le centre soit prédominant, et que si la cible soit sur le côté, évidemment, il va quand même essayer de la récupérer. Tandis que là, c'est dès qu'il y a un truc qui rentre dans le cadre, ça va prendre la première chose la plus proche. Donc des fois, pour être précis, c'est mieux de garder ça, mais des fois, quand on veut choper un sujet en mouvement, ça va être plus simple de dire avant. Hop. Stockage AF, tac. Donc en gros, ça demande si ça modifie en fait l'autofocus lorsque vous êtes dans un sens et dans l'autre. Ça va essayer de lui trouver une place qui est relativement égale. Après, il y a différentes choses, c'est que vous pouvez soit choisir un point autofocus suivant l'orientation, ou suivant faire en sorte que l'appareil photo adapte lui-même le point autofocus auquel vous étiez. Moi je mets non parce que je sais où j'étais, je sais pas où l'appareil photo va mettre le point, parce que on est dans des formats différents, évidemment ça va pas le mettre exactement au même endroit, à part si c'est dans un espèce de carré central, donc je dis non.
Donc affichage du point AF, c'est assez étrange. Il y a un mode qui va vous l'afficher, je sais pas si c'est celui-là, il y en a un qui va vous l'afficher, et après quand vous faites la mise au point il va vous l'enlever, ou il y en a un où vous le voyez pas du tout, donc je vois pas l'intérêt de l'enlever. Là on aura les nombres de points, donc là évidemment on aura le choix entre 117, l'appareil photo est réglé de base sur 117, ça marche déjà très bien avec 117, hein. Ça va, comment l'intérêt que va avoir 117, c'est que lorsque vous utilisez le joystick ou même le pad tactile, enfin le tactile, ça va aller beaucoup plus vite d'aller d'un côté à l'autre de l'écran. Donc le pré-AF, en haut, c'est pas très bon pour la batterie de l'appareil photo, dans le sens où vous mettez en photo, il va directement essayer de faire la mise au point sur le collimateur. Donc ça peut faire en sorte que vous mettiez au point comme il faut, mais ça voudrait dire que vous avez l'appareil photo toujours prêt à viser, ce qui n'est jamais le cas. Donc moi je préfère la mettre sur non, mais si vous avez des situations particulières qui vous demandent vraiment d'être soit sur pied avec quelque chose où vous savez que ça va pas trop bouger, ou ça va mettre du temps à bouger, vous pouvez mettre l'option sur oui, évidemment. Alors témoin AF, c'est la lampe qui va s'allumer lorsqu'il fait trop sombre pour augmenter les contrastes et faire en sorte que l'appareil photo voit mieux la scène. Ce que fait pas le Fujifilm X-T4, c'est, comme d'autres appareils photo, rehausser la luminosité de l'appareil photo pour essayer de retrouver des contrastes dans l'image. Ce qui arrive sur d'autres appareils photo, comme le Z6, mais on a quand même du coup l'option de la lampe lumineuse, je veux dire. Réglage, détection des yeux et du visage, non. Donc c'est non dans les menus parce que la plupart du temps c'est sur non, mais sachez que c'est réglé sur FN1 de base, donc vous allez juste appuyer sur FN1 et ce sera activé. AF plus MF, alors ça marche uniquement en AFS et en manuel, c'est-à-dire que lorsque je suis en AFS, je peux utiliser le mode manuel. Lorsque je suis en AFC, je peux pas utiliser le mode manuel. Lorsque je suis en manuel, si j'appuie sur la touche iPhone, puisque j'ai réglé comment dire ça, j'ai réglé l'autofocus sur ça, et ben il va faire la mise au point en AFC même en manuel, mais dès que je vais vouloir prendre la photo, il va retourner en manuel. C'est assez marrant, dès que je vais mettre le déclencheur à mi-course, il va se remettre en manuel. Donc l'assistant de mise au point standard, donc c'est ce que vous voyez dans l'écran basiquement, et c'est vous qui allez déterminer si ça marche ou pas. Et donc il y a certaines autres méthodes, donc comment on peut diviser l'image numériquement. Donc comment ça va, c'est pour essayer de me faire matcher les perspectives. On a le microprisme, ça n'a jamais vraiment, enfin même moi du temps de l'argentique, j'ai utilisé de l'argentique, que le son, du temps de l'argentique, je faisais pas de photos. Mais ce que ça va faire basiquement, le microprisme numérique, c'est que ça va diviser un peu, plein de zones d'image en plusieurs parties. Enfin, ça va faire une espèce de granulation dans l'image qui est censée, être inexistante lorsque vous mettez au point, donc c'est un peu compliqué quand même à voir. Et donc là vous divisez comme je l'ai dit, c'est comme un dépoli de Fresnel, ça en gros. Ça va marcher suivant, on fait matcher deux zones qui sont censées avoir des perspectives qui vont ensemble. C'est un peu le principe de l'autofocus, de l'autofocus de face, pardon. Mais en manuel, donc ce qui existait vraiment sur tous les appareils photo avant, enfin la plupart des appareils photo avant. Et donc on a les hautes lumières, donc ça c'est, j'ai toujours trouvé ça délicat à utiliser, mais vous avez toutes ces options là pour faire la mise au point du coup. Alors vérification AF, ce que ça va faire, c'est que lorsque vous êtes en manuel et que vous zoomez, donc ça c'est intéressant, par exemple, moi quand je fais des photos de nuit, j'utilise la télécommande, et je veux pas qu'il fasse la mise au point à chaque fois, donc je mets en manuel, et donc je mets au point par exemple sur les étoiles, et ce que ça va faire, la confirmation, la vérification AF, pardon, c'est que ça va zoomer directement sur l'endroit où vous avez le collimateur autofocus, donc vous avez quand même le collimateur, mais ça vous sert à savoir à quel endroit zoomer pour mettre au point.
Donc en gros, vous mettez le collimateur là où vous voulez mettre au point, vous bougez la bague de mise au point de votre objectif et ça va zoomer. Et donc c'est après quand vous allez vouloir prendre la photo que ça se remettra en normal et vous allez pouvoir prendre la photo. Ça, verrouillage AE spot et zone de mise au point. Donc c'est pas clair, mais ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous êtes en mode spot ou en mode tout ce qui est différent en gros du mode comment dire, multizone, voilà, donc matriciel sur Nikon par exemple, ça va faire l'exposition sur votre carré de mise au point, ce qui semble normal, sinon ça l'appliquera en pondéré au milieu de l'appareil photo, ce qui n'est pas forcément, enfin, au milieu de la surface visée, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc sur oui, même si j'utilise pas en général Spot et toutes les autres, c'est là quand même, donc c'est intéressant de la voir. Donc paramètres AF instantané en photo et vidéo, donc on a AFC et AFS. Donc je pense que ce que ça change, c'est quand on est en vidéo et qu'on met AFS, c'est vous qui faites la mise au point manuellement. Donc l'échelle de profondeur de champ. Donc là on est en pixels, donc basiquement lorsque je vais vouloir prendre une photo, je vais faire la mise au point, puisque ça marche pas sans, et là vous allez voir un petit pixel apparaître. Hop. Et donc si je prends base du format machin, qu'est-ce que ça va faire? La même chose. Je crois qu'il n'y a pas l'échelle de profondeur de champ. Ah, c'est peut-être parce que je suis trop près et que je suis f 2.8. Donc on va changer ça pour F16. Alors le problème c'est comme chez F16, l'autofocus est plus aussi efficace qu'avant. Bon, ça marche à peu près. Ce qui va être embêtant, en général, là vous avez un exemple, c'est que je suis probablement en train de l'utiliser d'une mauvaise façon, mais pour trouver la bonne façon, c'est très compliqué et il faut passer du temps. Comme moi, j'utiliserai jamais l'échelle de film, ça ne m'intéresse pas, mais ça aurait été intéressant de savoir comment ça marche, évidemment. Donc là, on a priorité de déclenchement de l'autofocus. Donc voilà, ce que vous avez ici, c'est ça c'est réglé de base dans l'appareil photo. En AFS, ça va être la mise au point, puisque évidemment c'est le mode où vous mettez au point, ça fait un bip si vous avez programmé le bip, et après vous prenez votre photo. Et du coup en AFS c'est le déclenchement, parce que c'est par définition un mode sportif, et donc comme il est plus sujet à chercher une cible si l'appareil photo croit que vous n'êtes pas au point alors que vous l'êtes, puisque ça arrive sur le Fujifilm X-T4, et vous ne pouvez pas prendre de photo même si elle est un tout petit centimètre ou un tout petit quelques millimètres pas au point. Donc c'est pour ça que c'est réglé sur déclenchement, c'est que vous pouvez prendre des photos tout le temps, et ça posera des problèmes pour faire des rafales, donc c'est quand même mieux en AFC de mettre déclenchement. Sachant que même si vous arrivez à mettre au point, la rafale se met, désengage le fait de mettre au point, parce que sinon ce sera impossible. Enfin, de confirmer la mise au point, du moins. Hop. Du coup là on va avoir le limiteur de plage AF, donc vous pouvez mesurer vos réglages. Voilà, donc là on a 2 mètres l'infini, et 5 mètres plus l'infini. Donc ça, je comprends que ça existe, donc voilà, vous pouvez régler, évidemment. Et donc là, vous avez toute la plage de distance que vous pouvez utiliser. Sachant que je pense que vous pouvez régler le point A, donc le point A, c'est le point le premier point. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous faites la mise au point à un endroit, et après vous l'enregistrez, et du coup pour une scène précise, par exemple un concert ou quoi que ce soit, vous allez éviter, enfin c'est l'exemple qui ressort tout le temps, vous allez éviter de prendre en photo tous les gens pas très appréciables qui mettent leur téléphone en l'air pour filmer le concert. Bon, on l'a tous fait, hein, mais c'est quand même, quand on est celui qui prend des photos derrière, on est quand même pas content que ça arrive.
Et probablement que lorsqu'on prend des photos, on gêne aussi les gens qui sont derrière. Mais voilà, donc vous pouvez régler comme ça. Voilà, vous avez le point A qui est là et le point B qui est l'autre côté. Donc c'est vraiment une option assez intéressante, que ce soit en téléobjectif ou, comme je l'ai dit, en concert ou dans des situations au spectacle, enfin tous les trucs dans le genre. Ça va être vraiment intéressant. Et donc là, on a du coup notre réglage qui est perso et du coup, je crois que je l'ai changé. Ah non, en fait non, je vais pas changer parce que je crois que c'est réglé de base à la limite de mise au point de l'objectif, qui est le 16 mm de 8 ici. Et donc voilà, donc le mode écran tactile, bon moi je l'ai désactivé parce que j'ai changé dans les paramètres l'affichage du truc qui permet d'activer ça. Mais en gros vous allez avoir l'option de faire l'autofocus, la prise de vue tactile, et tout ça. Sachant que si vous mettez AF et que par inadvertance vous cliquez sur vous mettez AF, il va tout le temps faire l'autofocus. Moi ça m'est arrivé de retourner l'appareil photo et d'avoir la chose qui bloquait un peu, donc c'est un peu embêtant. Mais c'est quelque chose qui est là et c'est intéressant. Donc là, maintenant, on est dans le menu Drive. Je regarde combien il me reste pour filmer, parce que tout à l'heure, je me suis retrouvé sans pouvoir savoir que l'appareil photo faisait plus la vidéo. C'est ça qui est intéressant avec le Z6. Et bon, on continue. Donc Drive, réglage. Alors, dans le réglage prise de vue, donc voilà, je suis en obturateur électronique, donc j'ai 20 fps qui sont disponibles. Je vais avoir 10. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas aller à 15, alors que on pourrait électroniquement aller à 15, mais ça c'est réservé à l'obturateur mécanique. Donc comme je suis réglé en électronique via mon bouton FN, et ben je peux que choisir les paramètres de crop. Donc si je choisis 20, voilà, c'est normal. Mais si pardon, c'est pas ce que je voulais. Si je choisis au-dessus, je serai en croppé. Mais vous allez me dire, mais il y a le mode viseur de sport. Et bien, ce qui est assez particulier avec le viseur de sport, c'est que lorsque vous êtes en manuel, vous pouvez activer le viseur sportif. Voilà. Et donc là, il va être directement en 30 images par seconde, ou ce qui va être réglé en mode sportif. Donc si je vais dans le menu et que je regarde ce que ça fait, voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que en mode sportif, on ne sait pas en fait de base ce que ça fait. Et donc on est en viseur sportif, et ce que je voulais expliquer avec ça, c'est qu'on va avoir un cadre qui nous indique le crop, mais si vous activez la rafale du mode sport directement avec l'obturateur électronique, et ben vous allez avoir directement un zoom. Donc c'est suivant ce que vous voulez. Là ça permet de voir les sujets qui vont arriver sur le côté, alors que l'autre il va plus vous permettre de voir plus clairement la scène directement. Voilà. Donc on va revenir là. Hop, je vais juste désactiver ça. Et donc là, lorsqu'on va revenir, comme je vous l'ai montré, hein, de toute façon, on va voir les 15 images qui sont disponibles. Et là, vous pouvez régler la rafale lente. Vous pouvez régler aussi le mode HDR. Alors si on peut régler ça, c'est qu'ils sont tous sur la même molette. Donc on a à la fois le HDR, le réglage de bracketing. Donc on peut choisir notre bracketing. Donc, de simulation, de film, de AE, donc d'exposition, des ISO, de la mise au point aussi évidemment. Et donc ce sera tous évidemment, il faut être sur bracketing pour que ça marche. Et donc après HDR, donc ce sera le bracketing d'exposition automatique, donc il vous fera directement une photo avec les 3 expositions que vous aurez. Donc vous avez le pourcentage, voilà, vous pouvez mettre plus de 800. Et là on a les réglages de filtre avancé puisqu'ils sont au bout de la molette ici. Donc vous allez avoir tous vos filtres assez bizarres qui sont dessus. Hop. Donc là, comme je vous l'ai montré, le mode viseur sport, on peut l'activer via une touche FN. Hein. Je l'ai mis là où il y avait le drive avant, ou du coup la rafale, enfin la vitesse de la rafale.
Hop, les pré-prises de vue, alors ça c'est un mode particulier du mode obturateur électronique. Enfin, faudrait rentrer dans les détails. Si vous voulez savoir comment ça marche, ce que ça fait, ce que ça peut vous permettre de faire comme nombre de photos, il faudra voir sur le site de Fujifilm. Il faut faire attention, il y a certaines infos qui sont fausses, mais toutes les spécifications sont là, elles sont pas dans le manuel, donc il faudra aller sur le site Fujifilm pour voir ça. Donc ici on aura évidemment le retardateur, donc voilà, on a notre choix de retardateur. À savoir que vous n'avez pas de mode retardateur directement sur l'appareil photo, il faudra le régler directement d'ici ou le mettre sur une fonction personnalisée ou sur le mode Q. Donc on peut faire en sorte que le retardateur il s'arrête. En fait vous pouvez utiliser le retardateur étant de l'appareil photo et quand vous le rallumez il ne sera pas en retardateur, donc c'est à ça que ça sert le non. C'est moi du retardateur, évidemment oui. Donc ça vous permet de savoir le temps qui va rester lorsque vous prenez la photo. Donc ça va être l'intervallomètre interne. Donc là on aura le nombre de photos et on aura le temps de prise de vue. C'est assez intéressant de cette façon-là, il y a des modes qui sont assez particuliers. Moi sur la télécommande que j'ai, ça va être vraiment spécifiquement, comment dire, un temps précis, avec un intervalle précis et un nombre de photos précises. Tandis que là, il y a le nombre de photos et il y a juste le temps que vous voulez mettre pour l'intervallomètre, ou l'intervalle juste, pardon. Et donc ça va vous faire toutes les photos. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, on a le lissage des expos. Hop. La photométrie évidemment. Hop. Qui de base est sur le trèfle ici. Donc voilà, là je suis en mécanique. Donc là il y a la réduction du sentiment, moi je l'ai mis sur une touche. Normalement de base elle est sur comment dire, le tactile gauche me semble-t-il, ou droite. Ça dépend comment vous êtes censé y toucher. Le problème que vous allez avoir avec le tactile, c'est que ça va poser des petits problèmes. Comment dire, si vous par exemple programmez la mise au point et que en gros vous allez trop vite, ça va activer une fonction tactile. Donc moi je l'ai déprogrammé de l'appareil photo directement, c'est plus simple, et j'ai assez de personnalisation avec les 4. Puis comme ça peut, même si ça change, j'enlève une fonction et j'en remets une autre. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Donc stabilisateur toujours actif, donc ça veut dire dans les deux modes, que ce soit vidéo et photo. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que à mon avis, il faudrait que je vois ça, mais dans le menu vidéo, on doit pouvoir l'activer aussi, juste en vidéo, mais il faut aller dans le menu vidéo. Et là, on peut mettre non aussi. Donc les paramètres d'auto-ISO, on peut choisir le paramètre qu'on veut d'auto-ISO. Donc on peut régler la sensibilité. Alors les autos 1, 2 et 3, ils sont trouvables sur les ISO. Vous mettez en mode C et vous allez au-delà des ISO étendus et vous allez trouver les plages automatiques d'ISO. Multi-exposition CH, CL, voilà. Donc là on a non parce que on peut régler une multi-exposition en S, à savoir qu'il va prendre plusieurs photos en même temps. Voilà, c'est ça le principe de la multi-exposition, et vous pouvez pas le faire en rafale puisque ça serait trop rapide pour l'appareil photo. Donc non, c'est pas possible. Donc là on aura la communication sans fil, voilà. Donc, je vais pas l'appairer, là vous voyez il est appairé à mon téléphone, voilà, déconnecté. Donc ça fait en sorte de directement connecter, ce que je voulais pas faire évidemment. Et donc ce sera tout pour la photo. Le mode flash, je vais pas y rester très longtemps. Alors comme vous le savez sûrement, le XT4 n'est pas livré avec un flash, donc je peux pas vous montrer tous les réglages du flash directement sur l'appareil photo. J'utilise pas de flash, donc voilà. Donc évidemment on aura les fonctions du flash. Voilà, donc on a évidemment tous les modes. Donc la synchronisation, on aura aussi l'angle dû comment dire, à l'angle de champ de l'objectif évidemment. On aura la réduction des yeux évidemment. On aura le mort. Voilà. Et voilà.
Donc les configurations utilisateurs. Donc là à la base, voilà, c'est le menu où vous allez pouvoir programmer votre appareil photo, formater les cartes. Donc ici, vous avez tout ce que vous réglez au début comment dire ça. Lorsque vous démarrez l'appareil photo, vous pouvez l'appairer directement avec l'application Fujifilm. Et là, vous pouvez aussi après régler la date, l'heure, le décalage horaire. Bon, ça se réglera plus lorsque vous allez dans un autre pays, mais vous voulez encore avoir le fuseau horaire de la France, évidemment. Là, on voit la langue, pardon. Et là, on peut régler le menu qui est en fait le My Menu. Et ce qui est assez particulier avec ça, c'est que je vais juste vous montrer. Donc, on peut personnaliser ce qu'on veut. Donc, en gros, on suit la flèche, on enregistre et après on le place où on veut. Là j'ai mis simulation de film, mais il y a des choses qui vont pas être disponibles. Et c'est ça qui est un peu problématique. Pour moi, bon, je vais pas aller par quel chemin, je vais aller directement. Voilà. Ça pour moi c'est un problème. Parce que moi pour aller beaucoup plus vite, je mets les fonctions essentielles, donc la communication sans fil, la batterie, donc là-dessus il n'y a pas d'indication précise de batterie, c'est un des problèmes que je trouve pour le XT4. Par exemple, le Nikon, là je peux aller regarder le niveau de batterie au pourcentage près, ce que je peux pas faire avec l'autre. Et là je peux pas, comme vous voyez, je ne peux pas mettre le formatage. Et ça m'embête parce que je suis obligé d'aller dans un autre menu que le My Menu pour faire ça. Donc après c'est peut-être quelque chose qui vous indifférera totalement, mais moi je trouve ça un peu dérangeant. Et donc après on peut trier les éléments et supprimer les éléments, sachant que quand vous en ajoutez un, vous pouvez le mettre exactement où vous voulez à chaque fois. Donc on a la même chose pour la vidéo, on a évidemment le nettoyage de capteur, donc vous pouvez le faire ou indiquer quand le faire. Donc voilà. On a l'âge de la batterie évidemment là, voilà. Donc ça c'est pas le niveau de batterie, hein. C'est vraiment l'âge qu'elle va avoir. Donc là, elle est encore nouvelle, donc ça va, il n'y a pas de problème. Puis voilà pour les configurations utilisateurs. Le son, ce sera tous les bips de l'appareil photo, donc vous pouvez régler ça ici. Donc voilà, vous avez le retardateur. Et donc moi j'ai mis non au bip parce que alors c'est intéressant parce que ça vous évitera de bouger quand vous déclenchez, enfin, ça vous permettra de savoir quand vous déclenchez, mais sur l'obturateur électronique il y a un bruit, et donc je l'ai enlevé parce que ça me dérangeait. Config écran, alors là ça va être un menu assez intéressant, donc là on va avoir tous les paramètres de l'EVF et du LCD, donc vous pouvez régler évidemment comme ça. L'image, c'est afficher l'image à chaque fois que vous prenez une photo. Alors sur la plupart maintenant des mirrorless c'est mis sur non, mais si vous aimez bien afficher à chaque fois, vous pouvez mettre sur oui. Sinon combien de temps? Si vous voulez continuer, il va falloir appuyer sur le déclencheur pour pouvoir revenir au mode photo. Autorotation de l'écran, donc oui, donc ça va changer l'affichage dans le sens où cadré. Aperçu de la balance de blanc, exposition en a. Voilà, vous pouvez avoir un aperçu de l'exposition et vous pouvez ne pas en avoir. En fait, vous pouvez avoir l'aperçu de ce que vous voulez ou de rien du tout. Vue en direct naturel. Alors, comme vous avez des simulations de film, si vous mettez non, ça va vous mettre le viseur avec la simulation de film. Si vous prenez en RAW mais que vous voulez quand même avoir votre simulation de film et que vous ne voulez pas l'avoir sur l'appareil photo, vous mettez oui et ça va vous mettre l'affichage naturel de l'appareil photo sans les profils de film, de pellicule. Donc le visualiseur F-Log, donc ça ce qui est marrant, c'est que ce menu là il est à la fois en photo et en vidéo, parce que le F-Log, c'est l'assistant qui permet de voir même en F-Log la simulation de film que vous mettez pour que ce soit plus facile à filmer. Là on a le guide de cadrage. Alors c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'afficher le cadrage. Mais comme vous avez vu, moi je ne l'ai pas d'afficher dans le viseur, c'est qu'il y a un autre mode, il faut l'activer dans un autre mode. Réglage de rotation auto, donc oui, donc ça c'est pour les images qui sont prises en verticale, ça vous permet de les avoir dans le bon sens, à savoir les afficher comme ça. Moi souvent je mets non, mais là j'ai laissé oui. Donc là on va avoir des pieds où les mettre en affichage de distance, donc la réglette de mise au point que vous pouvez afficher encore une fois dans le viseur qui n'est pas affiché de base.
Voilà, donc en objectif ciné, vous pouvez avoir le F et le T. Donc c'est en T parce que c'est la vraie lumière qui rentre dans l'objectif, et F c'est une mesure approximative. C'est basiquement en fait ce qui est censé donner l'appareil photo. C'est assez compliqué d'exprimer les deux, mais en gros le T c'est la lumière qui rentre vraiment, c'est l'ouverture maximale réelle d'un objectif, alors que pas le F. Voilà. Donc en double écran, c'est quand vous faites de la mise au point avec les deux écrans, donc à savoir vous avez un zoom dans l'un, ça vous permet de savoir lequel va être priorisé, si c'est le focus et l'image, ou si c'est l'image et le focus à côté en plus petit. Voilà. Fichage de réglage perso. Voilà, c'est là que tout ce qui va apparaître dans le viseur est réglable. Donc le guide de cadrage et par exemple, donc vous voyez tout ce que vous pouvez afficher. Hop, allez, je vais juste montrer. Attends, est-ce que voilà. Donc voilà, compensation d'expo, par exemple. Si vous le mettez en échelle, ça va s'afficher sur le côté, sinon ça va s'afficher dans les infos de l'appareil photo. Et vous pouvez du coup mettre, votre distance de mise au point aussi à partir de ce menu-là. Donc là, on a l'affichage grand. Donc à savoir que vous pouvez avoir deux types d'affichage. Ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez grand, moi je les ai enlevés j'ai enlevé les deux, mais je pourrais les remettre. Vous pouvez mettre différentes personnalisations, et là vous avez la personnalisation spéciale du grand écran, enfin de l'affichage grand, qui s'affiche différemment de l'autre. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a des choses qui diffèrent d'un côté et de l'autre, et il faut être vraiment au fait de comment vous pouvez faire des fois la même chose, mais de façon différente, de façon dans l'appareil photo. Donc réglage de contraste du viseur. Donc moi je préfère mieux le laisser habituellement. Je veux je veux que tout soit différent. L'arrière-plan du menu Q. Donc dès que vous appuyez sur Q, vous avez des tables qui s'affichent spécifiquement sur le menu Q. Et donc ça détermine juste l'arrière-plan en fait de ça. Moi j'ai mis sur transparent de base. En photo il est sur noir, et en vidéo il est sur transparent. Réglage de levier focus. Donc oui. Donc en fait c'est le téton là, sinon il est verrouillé, ou sinon il fait rien. Donc je vois pas l'intérêt pour ceux qui veulent juste rester au milieu. Voilà. Et donc là on a les menus qui sont à 16 fentes. Donc le Q est à 16 fentes. Le Q est à 16 fentes sur le menu photo, et en enregistrement vidéo il est à 8. Donc régler les fonctions FN, donc là vous allez vous retrouver avec toutes les fonctions FN, voilà, que vous avez dans l'appareil photo. Sachant que voilà, vous avez spécifiquement les fonctions tactiles que je n'active pas, et vous pouvez les désactiver dans l'appareil photo. Et là on va voir toutes les fonctions. Voilà. C'est assez simple. Hop. Ici on va avoir le FN qui va être voilà, zone de mise au point. Donc en fait il va ça va être différent évidemment en mise au point et en FN. Paramètres de molette de commande, donc voilà, là ça va vous permettre, par exemple, lorsque vous êtes soit en C, soit en mode auto, avec la priorisation différente dans les menus, à savoir que la molette de l'objectif, il faut la programmer en commande si vous voulez pouvoir changer l'ouverture via la molette, mais vous pouvez quand même le mettre en auto, mais si vous le mettez en auto, vous ne pourrez pas changer avec la molette. Et donc là, c'est les trois paramètres qui, en cliquant devant, vont s'afficher. Donc si vous mettez en mode C, vous aurez accès à la compensation d'exposition. Si vous mettez en A, vous pouvez avoir accès à la vitesse. Par contre, c'est juste des incréments. Et derrière, on n'a que les ISO lorsque vous mettez en position C la roue des ISO. Obturateur AF. Donc voilà. J'ai désactivé des deux. En fait, c'est en gros la mise au point. C'est très mal décrit, mais c'est déclencheur AF en gros. Voilà. Et obturateur AE, c'est déclencheur AE. Et ça vous détermine que ça bloque en fait, ça fait l'autofocus et la conservation. Comment ça s'appelle ? En gros, ça enregistre votre exposition au moment T où vous appuyez dessus.
Et moi j'ai choisi off puisque je l'ai laissé sur l'AEL où j'ai choisi de le mettre sur appuyé. Voilà. Hop. Prise de vue sans objectif, non, c'est assez utile lorsque vous avez des objectifs qui ne s'appairent pas à l'appareil photo, donc en manuel et qui n'ont pas de contact. Prise de vue sans carte, j'ai mis off parce que si vous prenez une photo, ah elle est bien, mais vous n'avez pas de carte, vous l'avez perdue. Hop, bac de mise au point, donc ça demande de laquelle façon vous voulez que la mise au point se fasse, d'un côté à l'autre ou pas, voilà. Hop, opération de bac non linéaire, ça veut dire qu'en fonction de la puissance de votre main, en gros, ça va faire la mise au point de manière plus ou moins forte. En linéaire, ça va mettre au point exactement de la même façon tout le temps. Voilà, donc ça, ce que j'ai réglé. On press, il faut laisser appuyer. Et on off, vous laissez vous appuyer et en fait ça va conserver l'exposition jusqu'à ce que vous désenclenchiez ou que vous preniez une photo. Moi j'ai choisi ça parce que comme j'utilise l'iPhone, je ne peux pas utiliser à la fois mes deux doigts pour faire à la fois la conservation. Donc voilà. Ok. Voilà, ça vous permet de pour la roue des la roue de commande de l'ouverture sur l'objectif, ça vous permet de pouvoir choisir, comme j'ai dit, l'ouverture. Si vous mettez en commande, vous pouvez accéder à auto en tournant la molette au-delà de F22. Alors qu'en auto, vous restez juste en auto. Le menu grisé là, c'est accessible que lorsque vous avez des objectifs Fuji qui n'ont pas de bac d'ouverture. Donc en fait, ça va faire en sorte que vous puissiez choisir la façon dont va s'opérer l'appareil photo, si vous le mettez à une molette ou si vous le laissez en automatique, un peu comme le mode d'avant. Configuration de l'écran tactile. Donc là, vous allez pouvoir régler certains facteurs, donc l'écran tactile qui marche, oui. Ah oui, comme vous le voyez, du coup, quand le tactile n'est pas actif dans le menu. Voilà. Moi, vous savez pourquoi je ne touche pas, et puis j'aurais pas touché de toute façon, puisque vous verriez mes doigts. Et donc là, si vous activez ça, vous pouvez avoir, la position où vous allez mettre votre doigt lorsque vous voulez changer le point autofocus. Il y a une chose à savoir par contre, c'est que si vous posez votre nez sur l'écran, même s'il n'est pas sur une zone sensible, là, comme ça, et vous ne pourrez pas changer votre collimateur, puisque il sentira quelque chose d'appuyer dessus, donc il faut juste enlever son nez de l'écran pour pouvoir bouger le collimateur. Donc c'est à savoir, hein, moi pendant un moment j'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas, et c'était ça. Donc là, la verrouillage de fonctions, c'est que vous pouvez choisir des fonctions à verrouiller. Donc, si ça vous amuse, moi je conseille de le mettre sur dans le Q, dans le menu Q, soit sur le trèfle, parce que c'est une fonction qui doit s'utiliser particulièrement 3 fois dans le... très particulièrement, donc il faut être capable de déverrouiller rapidement l'appareil photo. Gestion de l'alimentation. Donc là, ça va être le menu pour pouvoir dire à votre appareil photo combien de temps il va rester allumé. Alors, typiquement, les Fuji, c'est 2 minutes. Moi, je mets 1 minute parce que ça reste agréable à la fois pour garder de la batterie et pour avoir l'appareil photo qui est, utilisable quand même pendant assez longtemps. Alors que le Nikon il était réglé sur 15 secondes et c'est pas possible. Bon, moi, je mets 1 minute. Performance, mode boost. Donc moi je trouve ça quand même difficile de voir la différence, mais c'est quand même mieux. Donc je pense que surtout quand vous êtes dans des zones sombres, ça va quand même essayer de faire en sorte que les performances soient meilleures. Et donc là vous avez 3 modes, mais moi je trouve que le seul mode qui soit vraiment intéressant, c'est le mode de fréquence d'image EF, parce que c'est la seule chose qui sera vraiment vue par votre œil. C'est vraiment le fait que dans certaines situations et expositions, le viseur va se ralentir très fortement, ce qui n'est pas très agréable. Pour ce qui est des performances, ce que je voulais dire, c'est que le mode priorité lumière faible, c'est bien, évidemment, lorsque vous êtes dans des situations sombres, comme c'est un APS-C, il va avoir du mal à vraiment bien voir, et ça doit augmenter les performances de ça, vous permettant de faire voilà, ça vous permettra de voir mieux, notamment en fait d'avoir moins flou notamment.
l'enregistrement des réglages. Donc voilà, vous allez avoir tout ce qui est menu photo, enfin les réglages. Donc là ça va être en gros l'archivage des photos, donc en continu, ou sinon vous allez avoir voilà, je ne vois pas pourquoi vous l'enregistreriez pas en continu. Sauvegarde des photos d'origine, toc, non. Voilà, donc vous pouvez avoir des noms. Hop. Vous pouvez changer le nom, évidemment, des fichiers. D'ailleurs, il faudrait que je vois comme ça. Et vous pouvez le faire à la fois en Adobe et en sRGB. Donc, du coup, vous pouvez savoir exactement quel fichier est quoi. Si vous lui donnez des petits noms, c'est plutôt agréable. Donc, du coup, vous pouvez voilà, faire en sorte d'avoir soit du séquentiel, soit du dupliqué. Alors, le dupliqué, c'est bien lorsque vous faites du shooting professionnel et que vous voulez être sûr de garder vos photos sur vos cartes. Vous faites un voyage ou tout ça, mais ce qui va être bien avec le séquentiel par exemple, c'est que vous pouvez choisir en mode photo et en mode vidéo, vous pouvez choisir par exemple une carte pour la photo et une carte pour la vidéo. Voilà, par exemple là je suis en vidéo sur la 2 et en photo sur la 1. Voilà, on a le dossier évidemment aussi, et on aura les infos de copyright où vous pourrez mettre évidemment votre nom dans l'appareil photo. Et donc après le dernier menu, ce sera évidemment celui qu'on va avoir en vidéo. Ah c'est marrant, il a réussi à rester. Donc voilà. Alors dans le mode vidéo du coup, évidemment vous aurez à la fois le ratio que vous pourrez choisir ici, le nombre d'images. Donc vous pouvez même choisir suivant les fréquences de chaque pays. Donc on peut soit avoir du 24 ou du 23,98 suivant sûrement le scintillement des lumières. Et après on aura aussi le débit, donc les bits par seconde. Et du coup, ce qui est marrant, ce qui est bien, enfin marrant, intéressant, c'est que même lorsque vous allez être, comment dire, en MP4, vous allez quand même pouvoir choisir du 200 mégabits par seconde, ce qui est assez intéressant. Et donc, si vous voulez avoir, comment dire, le 10 bits, il va falloir évidemment se mettre en H265 HEVC LPCM. Et donc, sinon, vous avez le standard Move et vous avez le MP4 qui est pratique lorsque vous faites du, comment dire ça, du YouTube sans vouloir beaucoup utiliser votre, comment dire ça, stockage, on va dire ça comme ça. Hop, donc du coup là on va avoir nos comment dire, type de compression, sachant que l'ongob en fait il fait un entrelacement, enfin un entrelacement, il compresse de façon à ce que les zones immobiles soient copiées sur plusieurs images, donc ça fait un truc plus compressé et c'est plus pratique pour les workflows assez rapides. Voilà, donc on aura l'enregistrement grande vitesse, on pourra choisir la façon, en fait on peut choisir le nombre d'images par seconde, mais aussi si on veut en accélérer ou si le tac tac tac, voilà, on a plein de petites options, donc je reviendrai certainement pour le mode vidéo, hein. Donc là voilà, on a du coup comment ça va marcher. Voilà, donc on a plein de petits paramètres personnalisables. Voilà, on peut faire sur la carte du 4K, mais avoir l'affichage qui va s'afficher différemment. Je sais pas pourquoi vous voudriez un affichage qui soit moins bon voilà, que le format de la vidéo que vous voulez, mais voilà, c'est possible. Sortie Full HD, vous pouvez, voilà, juste, en fait aussi, c'est surtout là je me trompe, c'est surtout l'enregistrement. Vous pouvez enregistrer, par exemple, vous pouvez enregistrer sur la carte du Full HD et sur le HDMI du 4K, ce qui peut être intéressant dans certains cas si vous voulez les deux. Si par exemple vous savez, on ne sait jamais, une vidéo à faire sur YouTube vite fait, vous avez besoin peut-être d'un Full HD et peut-être c'est une vidéo un peu pro, enfin où vous avez une partie qui va être utilisée dans un workflow plus professionnel, où vous aurez besoin du 4K. Affichage info de sortie du HDMI, c'est plus intéressant d'avoir oui. Donc voilà, la veille c'est en gros ce qui va passer dans le HDMI en termes de format, si vous voulez par exemple visionner ou même enregistrer. Contrôle d'enregistrement HDMI, oui.
Donc voilà, là on a les modes de stabilisation, on a le mode digital en plus en vidéo dessus, mais vous pouvez mettre juste la stabilisation mécanique. Amélioration de la stab de l'image, alors ça c'est ce qu'on appelait au départ quand le Fuji n'était pas encore sorti, le mode boost. Donc on peut mettre des zébras, évidemment, on peut mettre le niveau des zébras, le contrôle de film optimisé, alors c'est mis sur oui, donc l'explication du contrôle de film optimisé, c'est que comment dire, les molettes au-dessus, ça fait pas mal de bruit, et donc tous les paramètres sont utilisables, enfin, la prédominance c'est d'utiliser les molettes. Voilà, tout simplement. Donc si vous mettez non, vous pourrez utiliser vos petites choses à l'ancienne qu'on aime bien, mais là, normalement, c'est juste les molettes. Lampe témoin, donc en fait moi je l'ai mis sur l'avant et l'arrière parce que quand je me filme et peut-être que je veux pas être dérangé par l'écran arrière, et ben ça me permettra de voir que je continue à enregistrer et de voir quand ça n'enregistre plus, ce que je ne serai pas pris au dépourvu du coup. Donc on a le réglage perso comme pour le mode photo, donc voilà, vous pouvez avoir voilà, les simulations de film, à savoir que vous voyez que mon mode personnalisé n'existe pas, donc vous en avez un juste pour la vidéo. Et donc avec ça on va pouvoir le régler, et là la communication sans fil, ça vous permettra d'accéder à votre comment dire ça, appareil photo ou n'importe quoi, si vous voulez envoyer les vidéos dessus. Ce qui peut prendre un petit peu de temps. Donc on a les simulations de film, évidemment, comme on est en Eterna, on n'a pas le monochromatique, ce qui est normal, et donc on va basiquement avoir tout ce qu'on a d'habitude. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai quand même la courbe... Ah, ça se trouve, je l'avais réglé là-dedans, mais je ne l'ai pas réglé en photo. Donc ça c'est quelque chose, donc voilà, vous avez la même chose que vous aurez dans votre mode photo. La seule différence, c'est bien entendu que ce sera juste appliqué au mode vidéo. Donc là évidemment, vous voyez là l'application du comment dire, contrôle optimisé, c'est que vous avez tout en réglage par molette. Donc voilà, vous avez la zone, le mode AF, voilà. Alors c'est le paramètre réglé de base, il est déjà assez bon, mais vous avez des paramètres un peu différents que sur la photo, donc ça demandera une vidéo spécifique. Réglage personnalisation, voilà, vous pouvez avoir une sensibilité de suivi, voilà, c'est adapté comme vous le voyez à la vidéo, donc vous pouvez avoir une vitesse différente, donc il n'y a pas tous nos modes photo, puisque c'est de la vidéo. Donc témoin AF, donc c'est pour aider l'autofocus, c'est vraiment pas bienvenu comment dire, en vidéo. Et voilà, le réglage de détection des visages des yeux, ça va être différent puisque ça ne prend pas en compte le FN de ce côté-là, ça le met tout le temps. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez dire non, et vous pouvez dire là, voilà, vous pouvez prioriser certaines choses spécifiques directement dessus. Je crois que vous pouvez le faire aussi en photo. Assistant de mise au point standard, donc ça on l'avait déjà vu avant. Vérification AF, on peut le mettre, mais c'est spécifiquement pour la mise au point, et c'est pas forcément pratique de l'avoir en vidéo à voir, mais comme je me filme avec l'autofocus, ça me servira jamais, puisque je me filme, la plupart du temps c'est moi que je filme. Voilà, donc AFC, voilà. Donc ça oui, ça sera utile de l'avoir en AFC parce que si vous faites de la détection des yeux et que vous utilisez juste l'AFS, ça va être assez bizarre, surtout en vidéo. Et donc l'option doit être disponible, mais ça doit être un mode particulier d'autofocus. Il faudra que je regarde ça. Évidemment, on va avoir accès à d'autres choses comme les niveaux des micros. Donc bien évidemment, ça ce que je trouve toujours un peu délicat, c'est qu'il faut pas mal, comme les préamplis sont vachement différents entre les appareils photo. Par exemple, le préampli du Z6, je trouve qu'il est très très bon pour restituer le son, mais il est très mauvais en termes de bruit. Hein. Vous avez du souffle tout le temps, vous devez l'entendre. Si je m'arrête de parler. Donc là on va avoir volume micro externe, volume micro interne. Alors ça c'est pas très intéressant puisque je pense que la plupart de d'entre vous ne l'utiliseront pas. Donc on a
Alors ce qui est intéressant avec les limiteurs, enfin c'est encore une fois, c'est comment dire, il faut expérimenter avec, parce qu'il y a des limiteurs qui sont très mauvais, il y a des limiteurs qui sont très bons. Le filtre de vent, je sais pas si je le mettrai, j'ai mon Dead Cat sur le micro, ça aide vraiment déjà pas mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des options qui sont assez intéressantes. Donc volume du casque, si vous perdez pas le câble qui va pour mettre la prise casque. Affichage du code temporel, évidemment, oui, je crois qu'il est sur non à la base, je suis pas sûr. Alors ça c'est marrant, parce que c'est genre ça commence, ça met là, juste là, quand vous afficherez le truc. Après c'est des trucs vraiment, comment dire ça, il y a des choses... vous n'êtes pas obligé de les comprendre parce qu'il y a vraiment juste des vidéastes qui comprendront à quoi ça sert réellement dans un workflow. Mais ce qui est très intéressant, comme vous le voyez, c'est que on a des options qu'on n'aurait jamais dans d'autres. Ça, par exemple, tout ce qui est disponible, enfin plein de choses disponibles dans l'appareil photo, j'ai jamais vu ça dans le Z6 par exemple. Donc évidemment, configuration utilisateur, ça va normalement faire la même chose. Je vais juste voir si on n'a pas d'autres options. Enfin, ce qui va être intéressant là, c'est vraiment, ça, sur le XT4 en général, c'est vraiment cette possibilité d'avoir un réglage par, comment dire ça. En gros, on a un appareil photo et une caméra, réglables indépendamment l'un de l'autre, et c'est peut-être ça l'intérêt de ce menu vidéo, contre avoir juste un onglet vidéo dans un menu d'appareil photo comme le Z6, c'est que là on va avoir beaucoup plus de fonctions dans l'appareil photo sans être, comment dire ça, sans comprendre où on est, puisque là on est en mode vidéo, on sait qu'on va régler le mode vidéo. Donc voilà, tac tac. Après, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que là, regardez, si je fais ça, là, hop, il va falloir que je fasse ça. Voilà, voilà, j'ai compris un truc avec ça, parce que c'est ce que vous allez faire tout le temps. Voilà. Là, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je veux juste voir un truc. C'est peut-être un bug, hein. Mais, par exemple, ça avait pas l'air de marcher, comment dire, de vidéo à photo, mais là, je pense que c'est, comme c'est le même menu, si je fais ça, j'expérimente, hein, directement devant vous, voilà. C'est un petit bug, mais on peut quand même aller d'un menu à l'autre, au moins du menu photo au menu vidéo comme ça. Donc ce qui m'indique clairement, parce qu'il y a des choses qui sont assez particulières avec Fuji, je reviendrai sûrement dans d'autres vidéos, c'est que l'appareil photo fonctionne très très bien, mais il a sa propre faction. Et disons que la logique normale ne s'applique pas à cet appareil photo. Faudrait que je trouve des exemples particuliers. C'est pas qu'il est pas bien, c'est que par exemple ce phénomène-là, donc ça montre que le paramétrage de l'écran se fait à la fois sur la photo et la vidéo, ce qui semble pas déconnant vu que c'est des paramètres de confort et que évidemment par exemple le son, c'est ça qui me fait dire aussi que c'est le paramétrage, il est sur les deux parties, pas indépendamment justement, c'est que la partie sonore, on va pouvoir la régler dans la partie photo sans l'avoir en photo. Donc c'est des trucs qui sont, pas indépendants parce que de toute façon ça rentrera jamais en résonance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien. Et du coup on va avoir autre chose, c'est que, ouais, en fait, le menu, à mon avis, je sais pas si c'est pour ça, non, ça doit pas être pour ça, mais le My Menu, il est disponible à la fois en photo et en vidéo pour la même chose. Voilà. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, on a fini à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur l'appareil photo. J'espère que c'était quand même assez, ça doit être assez compliqué à digérer. Il y a plein de choses à parler là-dessus. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il y aura d'autres vidéos pour chaque chose séparée, en lien, par exemple l'autofocus, tous les menus en rapport avec l'autofocus seront traités en vidéo et en photo, peut-être indépendamment, mais du coup il y aura quelque chose qui sera fait pour être beaucoup plus précis dans ces menus, donc voilà,
c'était une première façon de voir ça. Et donc on a fini avec ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnalisation, il y a des choses qui sont logiques, il y a des choses que vous devrez assimiler par vous-même et vraiment apprendre comment l'appareil photo marche. Mais de manière générale, c'est assez intéressant. Pour ceux qui ne sont pas fugistes, il va falloir s'y adapter. Donc j'ai tout indiqué dans la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces levés. Moi je vous retrouve dans le tuto numéro 3 qui sera sûrement l'autofocus. Il y en aura plein, notamment des onglets supplémentaires pour des fonctions particulières. Donc je vous dis salut et à bientôt pour un nouveau tuto. Et donc si vous voulez avoir une petite information complémentaire, là il était à 3 bars quand on a commencé la vidéo, et comme il est sur l'écran arrière depuis super longtemps, enfin, il n'y a plus de batterie comme vous voyez, mais il tient depuis pratiquement la moitié de la vidéo avec ce taux de batterie, donc un peu de manière de Nikon Z6. Vous pourrez prendre beaucoup de photos et de vidéos encore, il faut quand même se méfier avant que la batterie soit morte. Donc voilà, salut et à bientôt.